En 2022, l'Europe faisait face à l'une des plus fortes poussées inflationnistes depuis plusieurs décennies. Les prix s'envolaient, les salaires stagnaient et l'opinion publique s'inquiétait. En 2023, une légère accalmie s'est dessinée. Mais voilà qu'en 2025, les premiers signes d'un retour progressif de l'inflation se confirment. Discret pour certains, alarmant pour d'autres. Une question se pose alors. L'Europe est-elle en train d'entrer dans un cycle d'instabilité durable? Ou vivons-nous simplement les derniers soubresauts d'un système en rééquilibrage? L'inflation, tout le monde en parle, mais peu de gens la comprennent vraiment. Elle n'est pas seulement une hausse des prix, elle est le symptôme d'un déséquilibre économique, entre l'offre et la demande, entre la monnaie en circulation et les biens disponibles, entre les politiques publiques et la réalité du marché. Et ce qui se passe actuellement en Europe est le résultat d'un enchevêtrement complexe de facteurs, des décisions politiques, des chocs géopolitiques, des stratégies monétaires et surtout des réactions humaines. Pour bien comprendre le retour de l'inflation, il faut revenir à ses causes récentes. Après la pandémie de Covid-19, les États ont injecté massivement de l'argent dans l'économie. C'était nécessaire. Cela a permis de soutenir la consommation, d'éviter des faillites en cascade, de protéger les revenus. Mais cela a aussi gonflé artificiellement la demande. L'offre, elle, était encore limitée, désorganisée, ralentie par les effets du confinement et des chaînes logistiques mondiales perturbées. Résultat, trop de liquidités pour pas assez de biens. Premier facteur inflationniste. Puis, la guerre en Ukraine a fait exploser les prix de l'énergie et de certains produits alimentaires. Les entreprises ont répercuté ces hausses sur les consommateurs. Deuxième facteur. En parallèle, la Banque centrale européenne a attendu puis réagi en relevant les taux directeurs. Une mesure censée freiner l'inflation en rendant le crédit plus cher, donc en réduisant la consommation et l'investissement. Cela a effectivement ralenti la machine, pendant un temps. Mais aujourd'hui, en 2025, malgré ces mesures, l'inflation ne disparaît pas. Elle revient, lentement, progressivement, parfois à bas bruit. Pourquoi? Parce que certains mécanismes sont désormais installés en profondeur. Par exemple, les hausses de salaire dans certains secteurs, pour compenser la perte de pouvoir d'achat, entretiennent ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Les entreprises augmentent les prix pour couvrir les hausses de salaire. Les salariés demandent alors de nouveaux ajustements, et ainsi de suite. Ce cercle peut devenir auto-alimenté. Ajoutons à cela des tensions géopolitiques persistantes, une transition énergétique qui renchérit certains coûts de production, et une demande intérieure qui reste globalement soutenue. Et on obtient une inflation structurelle, plus difficile à juguler. Mais alors, quels sont les risques pour les citoyens européens? Tout d'abord, l'érosion du pouvoir d'achat. Même une inflation modérée, disons 3 ou 4% par an, grignote lentement la valeur de votre argent. Ce que vous pouviez acheter avec 100 € en 2020 ne vaut déjà plus la même chose aujourd'hui. Et cette tendance risque de se prolonger. Ensuite, les taux d'intérêt plus élevés. Si vous avez un crédit immobilier à taux variable, vous avez déjà ressenti la différence. Et si vous voulez en contracter un, vous constaterez que les conditions sont bien plus strictes qu'il y a quelques années. Ce resserrement du crédit freine les investissements et peut ralentir la croissance à moyen terme. Autre conséquence, les inégalités. Car l'inflation ne touche pas tout le monde de la même façon. Les ménages les plus modestes, qui consacrent une part plus importante de leurs revenus aux biens essentiels, logement, alimentation, énergie, sont les plus exposés, tandis que ceux qui détiennent des actifs, notamment immobiliers ou financiers, peuvent parfois même en profiter. Et cela soulève un défi politique majeur. Comment protéger les plus vulnérables sans relancer l'inflation par des mesures de soutien excessives? C'est tout l'équilibre que doivent gérer les gouvernements européens en ce moment.
entre relance et rigueur, entre pouvoir d'achat et stabilité des prix. Mais il y a aussi une autre question qu'on évite souvent de poser. Et si l'inflation était là pour rester? Pas forcément galopante, mais persistante, autour de 3%, voire 4%, sur plusieurs années. Un nouvel équilibre que les banques centrales seraient contraintes d'accepter, faute de pouvoir le ramener à 2% sans plonger l'économie dans la récession. Ce scénario est pris de plus en plus au sérieux et il oblige chacun, État, entreprise, citoyen, à adapter ses comportements. Pour les particuliers, cela signifie repenser la gestion de leur argent, épargner différemment, consommer autrement, investir avec une stratégie adaptée au contexte inflationniste. Car dans un environnement où la valeur de la monnaie diminue année après année, laisser son argent dormir sur un compte courant devient un choix perdant. Il faut comprendre comment protéger son capital, comment anticiper l'évolution des prix, comment s'informer pour ne pas subir. Mais tout n'est pas sombre. L'inflation peut aussi encourager la créativité, l'innovation, la recherche d'efficacité. Les entreprises sont poussées à mieux gérer leurs ressources. Les citoyens prennent conscience de l'importance de l'éducation financière. Et les États peuvent, dans certains cas, réduire leurs dettes en laissant l'inflation faire le travail. Le danger, c'est l'inaction, l'illusion que les choses vont revenir à la normale comme avant. Or, nous ne reviendrons pas à 2015. Le monde a changé, la structure de l'économie mondiale a évolué et l'Europe doit faire avec une inflation qui s'installe, qui se transforme et qui redessine les priorités économiques du continent. Alors, que faire? Pour commencer, il faut rester informé, comprendre les mécanismes, refuser le fatalisme, mais éviter la panique. Ensuite, agir à son échelle, réduire ses dettes coûteuses, diversifier ses sources de revenus, apprendre à investir avec prudence et surtout, ne pas attendre que les solutions viennent d'en haut. L'inflation n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est un phénomène économique. Ce qui compte, c'est comment nous y répondons. Et cette réponse dépend en partie de notre capacité collective à anticiper, à nous adapter et à nous responsabiliser. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu fais déjà partie de ceux qui veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Alors pense à t'abonner, à partager cette vidéo et à me dire en commentaire comment vis-tu ce retour progressif de l'inflation? Est-ce que tu adaptes déjà ta manière de gérer ton argent? Ou est-ce que, comme beaucoup, tu espères simplement que ça passera? Une chose est sûre, l'économie ne fait jamais de pause, et ceux qui veulent garder une longueur d'avance doivent commencer par comprendre ce qui se joue maintenant.